Merci beaucoup. Alors, je voulais d'abord vous saluer toutes et tous, Français et Tunisiens, Franco-Tunisiens ou Tuniso-Français. Je voulais remercier aussi l'association franco-tunisienne de pneumologie, ainsi que la TUFORCAL et ses deux présidents éminents qui sont présents ici ce soir. Bien, donc, c'est Majed qui m'a demandé de traiter ce sujet en me disant surtout sois simple et clair. Donc, je vais essayer de relever le défi, parce qu'autrement, après, il va me critiquer comme il fait d'habitude. Alors, est-ce que j'ai des conflits d'intérêts? Je suis comme Bernard, j'en ai aucun, avec les laboratoires, mais j'ai une passion coupable pour la francophonie, ça vous le savez depuis longtemps. J'ai une admiration illimitée pour la Tunisie et sa culture, puisque je sillonne ce pays depuis plus de 50 ans. Et puis, bien sûr, j'ai une amitié ancienne et solide avec quelques dignes représentants universitaires et libéraux de la médecine tunisienne, notamment la pneumologie. Il y en a quelques éminents ici ce soir. Alors, l'asthme en 2025, Sonia en a déjà un peu parlé, c'est une des maladies chroniques les plus fréquentes en France, qui touche 8% de la population, soit plus de 4 millions de personnes. C'est une incidence qui ne fait qu'augmenter depuis quelques décennies. Et vous le savez, vous pneumologues, ce n'est pas une pathologie qui est facile à diagnostiquer et à prendre en charge, c'est le moins qu'on puisse dire. En l'absence de chiffres, on a la glycémie pour le diabète, on a les chiffres pour l'hypertension, eh bien là, pour l'asthme, on va se référer essentiellement aux symptômes et aux tests fonctionnels respiratoires. En cas de doute, on peut utiliser des traitements d'épreuve, c'est ce qui est fait de temps en temps. Et si le traitement d'épreuve n'est pas concluant, il faut penser au diagnostic et toujours penser, lorsqu'un asthme ne va pas bien, il faut penser au diagnostic différentiel. Alors, il faut savoir de quoi on parle puisqu'on va parler de biothérapie. Alors, une biothérapie, contrairement à la chimiothérapie, c'est un traitement qui se base sur des médicaments biologiques ou biotechnologiques. Le terme de biothérapie est de plus en plus réservé à l'utilisation de médicaments biotechnologiques. Donc, ce sont des médicaments qui sont fabriqués ce sont des molécules et non pas des produits chimiques, anticorps, vaccins, facteurs de croissance. Donc, on parle pour ça de biothérapie moléculaire. Alors, les différentes types de biothérapie, vous avez d'abord les thérapies géniques, modification des gènes existants ou injection de nouveaux gènes directement dans l'ADN. Par exemple, le traitement actuel de la myopathie de Duchenne est fondé sur cette technologie. Les thérapies cellulaires, là on injecte des cellules pour corriger ou réparer une fonction, par exemple les lésions de cornée ou la maladie sanguine de Fanconi. Et enfin, les thérapies tissulaires, où l'on utilise du tissu vivant qui est greffé, comme par exemple pour les brûlures ou les greffes de cornée. Alors, le médicament biotechnologique, il est donc fabriqué par des cellules vivantes. Cellules de souris, par exemple, pour les anticorps monoclonaux, des bactéries ou des levures. Et on va donc modifier le patrimoine génétique de ces cellules afin de leur faire fabriquer le médicament que l'on souhaite. Qu'est-ce qu'un anticorps monoclonal? Dans le cadre des médicaments biotechnologiques, l'anticorps monoclonal, c'est un anticorps fabriqué par un clone unique de cellules murines ou humaines en culture et conçu, programmé, je dirais, pour une cible unique bien précise. Alors, il y a 4 types d'anticorps monoclonaux. C'était important quand même de savoir parce qu'il y a plein de noms bizarres. Il faut apprendre quand même quelle est la nomenclature. Ils finissent tous par MAB, ces médicaments, parce que c'est monoclonal antibody, tout simplement. Ils sont tous injectables, car les protéines de ces médicaments sont détruites au niveau de l'estomac, donc on ne peut pas utiliser, pour l'instant, de biothérapie par voie digestive. Alors, il y en a 4 types. Les anticorps monoclonaux murins, c'est-à-dire là, c'est 100% d'anticorps de souris, et leurs noms finissent tous par OMAB. Par exemple, le blinatumomab, qui est utilisé dans la leucémie aiguë lymphoïde. Ensuite, vous avez les anticorps monoclonaux chimériques humanisés. Vous avez donc 60% d'anticorps humains.
dont les noms finissent par ximab. Par exemple, le rituximab, qui est connu, qui est utilisé pour traiter les lymphomes au départ, mais ensuite qui a été utilisé pour certaines maladies auto-immunes, comme le pemphigus vulgaire, avec des résultats excellents. Ensuite, les anticorps monoclonaux humanisés, là vous avez 90% d'anticorps humains, les noms finissent par Zumab. Alors vous avez là quasiment tous les médicaments de l'asthme, omalizumab, mepolizumab, benralizumab pour l'asthme sévère. Donc 90% d'anticorps humains pour ce qui nous concerne. Enfin, vous avez des anticorps monoclonaux humains, là il y a 100% d'anticorps humains, et les noms finissent par Lumab. Et là, vous en avez deux que l'on utilise en asthmologie, le Dupilumab et le Tezepelumab, qui sont utilisés donc dans l'eczéma, l'asthme sévère ou la polypose nasosinusienne. Voilà un petit peu ce qu'il fallait pour ce procès. Alors, notre amie Sonia nous a montré plein de courbes avec des cellules et des cytokines partout. Je vais essayer d'être simple, c'est simplement un rappel. Bon, voilà, ça c'est le fameux schéma avec au centre, bien sûr, le LTH2, qui est quand même le pivot de tout ce dont on va parler, avec les différentes cibles et les interleukines. En haut, la muqueuse, avec bien sûr les phénomènes d'hyperactivité bronchique, de bronchoconstriction et surtout de remodelage. Ici, on voit donc cette deuxième courbe avec notamment au centre l'éosinophiles et les différentes interleukines qui vont nous intéresser dans les traitements. Alors, quels sont actuellement les produits disponibles dans l'asthme sévère? Le premier, donc je l'ai fait par ordre chronologique, ce sont les anti-IgE, l'omalizumab ou Xolair. Ensuite, anti-L5, mepolizumab ou reslizumab. Le Nucala essentiellement parce que le 5-aéro est utilisé en perfusion, donc on n'en utilise pour ainsi dire plus. Ensuite, les anti-L5 récepteurs, ça c'est le benralizumab, le Fasenra. Les anti-L4 et L13 récepteurs, c'est le dupilumab ou Dupixent. Et enfin, le dernier sorti, c'est l'anti-TSLP, le thymixtromal lymphoprotéine, le tezepelumab ou Tesli. Voilà les 5 produits qu'on a actuellement à disposition en France. Alors, quelles sont les indications des biothérapies dans l'asthme? Bien sûr, on parle d'asthme sévère. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication de biothérapie dans les asthmes non sévères. Alors, elles sont indiquées dans l'asthme sévère non contrôlé par les traitements chimiques standards, c'est-à-dire le palier 5 du GINA. Elle constitue une alternative élégante et efficace à la corticothérapie par voie orale, parce que vous savez que pendant très longtemps, le palier 5 du GINA, c'était la corticothérapie par voie orale, et en évitant bien entendu les nombreux effets secondaires de cette corticothérapie orale. Alors, vu leur coût important, en France, elles sont soumises à une prescription limitée, donc qui est réservée aux pneumologues, aux pédiatres et maintenant aux allergologues, depuis que l'allergologie est devenue une spécialité à part entière. Alors voilà, je vous rappelle, bon, vous savez tout ça, le palier 5 du GINA, asthme sévère non contrôlé, donc association fixe là-bas CSI à forte dose. Je rappelle quand même les fortes doses parce qu'il y a des différences en fonction des molécules. Une forte dose, c'est 2000 microgrammes pour la beclométasone, c'est 1000 microgrammes pour la fluticasone et 1600 microgrammes pour le budesonide. On associe systématiquement maintenant des LAMA, notamment le thiotropium, et puis bien entendu les biothérapies ou, si on n'en a pas, la corticothérapie orale. Ça, c'est le palier 5 du GINA. Alors, bonne pratique de la prise en charge. Alors, d'abord, il faut distinguer un asthme difficile et un asthme sévère. Quand on a un asthme qui n'est pas contrôlé par les traitements classiques, on doit se poser beaucoup de questions. D'abord, un asthme difficile, c'est quoi? C'est un asthme qui n'est pas bien contrôlé. Donc, il persiste des symptômes, des exacerbations fréquentes, des hospitalisations, mais on n'a pas encore vérifié toutes les étapes de la prise en charge correcte. Et c'est là où on va faire un travail vraiment de titan pour rechercher, fixer toutes les comorbidités. Bien sûr, la rhinite, la polypose nasosinusienne, l'eczéma atopique, les allergies alimentaires graves,
le reflux gastro-œsophagien, l'obésité, on en a parlé tout à l'heure. Il faut aussi surveiller l'observance thérapeutique, cause fréquente d'échecs, mais aussi la mauvaise technique d'inhalation, cause également fréquente d'échecs. Et les facteurs environnementaux, bien sûr les allergènes, les polluants atmosphériques ou professionnels et le tabagisme. Pensez aussi au diagnostic différentiel, parce qu'à tout moment, on doit se poser la question, est-ce que c'est vraiment un asthmatique que j'ai en face de moi? Il faut bien sûr penser à la BPCO, mais aussi deux diagnostics qui doivent être évoqués, qui sont des grands pourvoyeurs d'erreurs. C'est d'une part le dysfonctionnement des cordes vocales, et d'autre part le syndrome d'hyperventilation. Donc pensez à ça. Alors, maintenant, un asthme sévère, selon Gina, c'est lorsqu'on a corrigé toutes les anomalies, qu'on a chassé toutes les comorbidités, et que malgré cela, le mauvais contrôle persiste. Donc symptômes fréquents, utilisation fréquente de traitements de soulagement, notamment les SABA, les bêta de courte durée d'action, les réveils nocturnes, une limitation des activités, des exacerbations fréquentes. On peut rajouter plus de 2 traitements corticoïdes oraux par an, et plus d'un par an nécessitant l'hospitalisation. Ça, c'est des critères de gravité. Alors, pour le RS et l'APS, deux éléments sont également importants à prendre en compte, qui ne sont pas pris en compte dans le GINA, je vous rappelle. C'est d'une part un VES pré-bronchodilatateur inférieur à 80% de la théorique, et une dose totale cumulée annuelle de prednisolone supérieure à 1 gramme. C'est vraiment ça le palier au-delà duquel on devient dangereux et on a des effets secondaires. Et pour arriver à 1 gramme de prednisolone, ça va vite. Hein. Quand vous donnez 60 mg pendant 5 jours, vous êtes à 300. Donc, vous voyez. Alors, phénotyper l'asthme, bien sûr. Là, vous savez que maintenant, on phénotype et il y a 2 types en fonction du profil inflammatoire, c'est-à-dire une inflammation T2 ou non T2. Alors, l'inflammation T2, il y a une eosinophilie sanguine, normalement au moins supérieure à 150 cellules, et un phéno supérieur à 20. Et si on le fait, une éosinophilie bronchique supérieure à 2%. Mais on inclut également dans ce type T2, donc la BPA, l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, et l'asthme de la maladie de Fernand-Vidal, qui n'est pas un asthme allergique, je vous le rappelle. Deuxième inflammation non T2, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas T2, et notamment les asthmes neutrophiles, Sonia en a parlé, les asthmes avec anomalie du muscle lisse, et puis bien sûr l'obésité morbide. On va reprendre un petit peu en détail les différents médicaments. D'abord l'omalizumab, donc il a 20 ans, hein, il est sorti à 20 ans en France. Anti-GE sous forme injectable, l'indication adulte et enfant supérieure à 6 ans. Le mode d'action, vous savez, hein, il se fixe au niveau des IgE et il empêche, en fait, il vient en compétition pour empêcher la fixation des IgE sur les récepteurs de haute affinité au niveau du mastocyte et du basophile. Alors la posologie est un peu particulière. Pour pouvoir fixer la posologie, il faut avoir deux choses, le poids du patient et son taux d'IgE total. Et donc, Novartis fournit des ABAC. En fonction de ces deux-là, on va avoir la dose totale et le rythme, soit toutes les 2 semaines, soit tous les mois. Ça, c'est les ABAC qui fixent ça. Contre-indication, on a très peu. Hypersensibilité aux produits, personnellement, en 20 ans, j'en ai jamais vu. Et grossesse et allaitement. Effet secondaire également rare, donc c'est un produit qui est très très bien supporté. Une petite inflammation locale au point d'injection, un peu de fièvre. Alors j'ai quand même mis le prix, hein. 2,90 € le milligramme, c'est-à-dire que selon la posologie et le rythme, vous êtes entre 600 et 4 500 € par mois. Ensuite, les anti-L5, donc mépolizumab essentiellement, donc sous forme injectable, là aussi c'est en adultes et enfants de plus de 6 ans. Bon, ils inhibent l'activité biologique de l'IL5, bien évidemment, hein. Ils bloquent la liaison IL5 sur la chaîne alpha du complexe récepteur. La posologie, le 5-aéro, c'est pas la peine, on l'utilise plus, c'est surtout le Nucala. Donc c'est une seringue 100 mg sous-cutanée toutes les 4 semaines. Alors, les contre-indications, l'hypersensibilité aux produits et surtout aux protéines de hamster, parce que ces produits sont à base de protéines de hamster.
Et vous avez des gens qui sont très allergiques au NAC, aux nouveaux animaux de compagnie. Et si là, vous avez un patient qui est allergique au hamster, attention. Il y a aussi la grossesse et l'allaitement, ça c'est des principes de précaution. Quels sont les effets secondaires? Quelques céphalées, quelques infections, la rhinite qui peut être déclenchée. Le prix, c'est 1022 € par mois pour 100 mg. Le benralizumab, Fasenra, ça c'est un anti-L5 récepteur. C'est un peu différent comme mode d'action. Il est réservé pour l'instant à l'adulte. Il n'a pas encore l'AMM chez l'enfant, contrairement à l'anti-L5 normal. Eh bien, il se lie à la sous-unité alpha du récepteur humain de l'interleukine. Alors, la posologie, c'est 30 mg toutes les 4 semaines, 3 fois, puis toutes les 8 semaines ensuite. Pareil, protéines de hamster, c'est la même chose. Hein. Il y a des protéines de hamster, donc faire attention. Donc, c'est les fameuses protéines murines dont j'ai parlé tout à l'heure. Et une infection parasitaire évolutive, parce que vous allez aggraver votre infection. Effets secondaires, allergie, céphalée, maux de gorge, fièvre. Et là, c'est 1998 € la seringue. Simplement, comme vous voyez, au bout de 3 fois, vous espacez toutes les 8 semaines, on revient à peu près toujours à 1000 € par mois. Le dupilumab, le Dupixent. Donc ça, c'est un anti-L4, anti-L13 récepteur, dosé à 300 mg. Indication adultes et enfants supérieurs à 6 ans. Et là, ce sont les dermatologues qui ont été les premiers à l'utiliser à partir de 2017 dans l'eczéma atopique sévère avec des résultats excellents. Ça, c'est vraiment, ça a changé le pronostic de l'eczéma atopique sévère. Alors, eh bien, le mode d'action, il inhibe la signalisation de l'IL4 via le récepteur et de l'IL13 via le récepteur 2. Donc, si vous voulez, il agit sur les deux interleukines. La posologie, c'est assez simple. 2 seringues la première fois, c'est-à-dire 600 mg, et ensuite 300 mg toutes les 2 semaines. Là aussi, protéines de hamster, on retrouve toujours le fameux. Grossesse, allaitement, principe de précaution. Là, il y a un peu plus d'effets secondaires, des céphalées comme le précédent, mais ça donne aussi des blépharoconjonctivites, quelquefois qui sont un peu embêtantes. Les gens ont vraiment des yeux très rouges. Faut donc, mais ça se gère avec l'ophtalmo. Il y a aussi l'herpès oral et le zona, parce que c'est un effet dépresseur, si vous voulez, immunitaire, qui fait se réveiller le virus herpès zona. Et puis une hyperéosinophilie qui peut monter très très haut à 2000, 2500, mais en fait, avec le recul, on ne s'en occupe plus, parce que ça n'a pas d'effet pathologique. C'est un effet biologique, mais pas pathologique. Le prix, c'est 640 € la dose, donc c'est 2 fois par mois. Donc vous voyez, on est à 1200 et quelques euros. Le dernier, donc le tezepelumab, le Tezspire, donc c'est l'antithymique stromal lymphopoïétine. Donc c'est un récepteur cellulaire de la famille des cytokines de l'interleukine 2, qui est activé au niveau de la peau, des poumons, de l'intestin. Alors, posologie, 210 mg toutes les 4 semaines, adultes et enfants supérieurs à 12 ans. Hypersensibilité aux produits, grossesse et allaitement, toujours dans ces contre-indications. Effets secondaires, arthralgie, pharyngite et prurite la zone d'injection. Le prix, c'est 1008 € la seringue. Donc, une fois par mois, 2 jours pareil, on retrouve toujours à peu près ce chiffre. Alors maintenant, venons-en aux indications. Alors, le choix du traitement dépend de plusieurs paramètres. Bien sûr, de la clinique, de l'âge de début de l'asthme, de l'existence ou non d'une atopie et d'une allergie alimentaire, et de l'existence ou non d'une polypose nasosinusienne, plus ou moins une intolérance à l'aspirine et aux AINL. Vous allez voir pourquoi. Alors, en cas d'inflammation TH2, donc les AST2 et eosinophiles, on peut utiliser les 5. Omalizumab, mepolizumab, benralizumab, dupilumab ou tezepelumab. En revanche, dans les inflammations non TH2, là, on est quand même encore dans le balbutiement. Alors, bien sûr, le Ginadi utilisé à l'AMA, on peut utiliser des faibles doses d'azithromycine, il y a eu quelques essais qui ont été tentés, mais on peut utiliser aussi, mais il n'y a pas encore suffisamment de recul, soit l'anti-L4 récepteur, c'est-à-dire le Fasenra, soit l'anti-TLSP. Et bien sûr, j'évoque la thermoplastie dans les asthmes avec remaniement du muscle lisse. Vous savez que nos confrères canadiens ont pas mal travaillé sur ces fameux
traitement par thermoplastie, c'est-à-dire des ultrasons par endoscopie. Alors maintenant, comment on va choisir? Alors, si vous avez un asthme sévère, T2O, donc hyper-éosinophilique, si c'est un asthme allergique, avec au moins un test cutané positif à un pneumallergène pérannuel, il faut commencer par l'omalizumab, surtout s'il y a un eczéma atopique ou une allergie alimentaire sévère associée. Maintenant, l'asthme non allergique, c'est-à-dire un T2O, mais non allergique, avec un bilan allergologique négatif, ou si vous êtes en échec avec l'omalizumab, on va pouvoir utiliser le mepolizumab ou benralizumab si les TH2 sont hauts, et si en échec, quand vous avez une troisième ligne, on peut utiliser le dupilumab. L'asthme sévère avec polypose nasosinusienne, donc le Vidal complet ou incomplet, parce que vous savez qu'il y a des Vidal incomplets, avec simplement soit l'asthme et la polypose, mais pas d'intolérance à l'aspirine, soit la polypose seule sans asthme, avec intolérance ou non intolérance. Et là, c'est vraiment le dupilumab qui doit être utilisé en première intention, parce que avec le recul, on se rend compte que c'est quand même la molécule la plus efficace. Mais on peut utiliser aussi, bien sûr, les anti-L5, mepolizumab ou l'anti-L5 récepteur benralizumab. Enfin, asthme sévère à inflammation eosinophilique TH2 haut ou inflammation T2 bas, on peut utiliser aussi le tezepelumab ou le benralizumab, avec moins de recul quand même que les autres. Alors, comment on va évaluer notre traitement? Il faut systématiquement 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et là, il faut faire vraiment une checklist de tous les éléments évolutifs par rapport à la période d'avant. C'est-à-dire l'observance du patient, bien sûr, les effets secondaires, est-ce qu'il a pris des traitements de secours, etc. En cas d'échec, après 6 ou 9 mois, il faut savoir changer de biothérapie. Parce que maintenant, on en est là, on commence à travailler avec des deuxièmes lignes, des troisièmes lignes, si les premières lignes ne fonctionnent pas. En tenant compte, bien sûr, des souhaits du patient. S'il y a un désir de grossesse, il y en a certains qui sont trop indiqués, et son mode de vie, contrat d'objectif, bien sûr. Un athlète de 20 ans, il n'a pas les mêmes besoins qu'un grand-père de 80 ans qui joue à la pétanque. Et en cas de non-réponse, en cas de réponse rapide et majeure, parce que ça arrive, on a vraiment des effets spectaculaires. Se poser la question de l'espacement des doses, voire de la diminution des doses des associations fixes. Et avec le recul, moi j'avais une consultation d'asthme sévère avec pluridisciplinaire, et par exemple, on a utilisé le dupilumab beaucoup. J'ai vu beaucoup de maladies de Vidal notamment, et bien au bout d'un certain temps, on peut le passer à 1 fois par mois sans aucun problème. Pas diminuer la dose, mais on peut espacer les injections sans aucune difficulté. Alors, je crois que là, il faut quand même parler de la pluridisciplinarité, parce que ce sont des décisions qui doivent se prendre en collégialité, dans la mesure où il s'agit quand même de polypathologie. Et à mon avis, doivent intervenir les pneumologues, les dermatologues à partir du moment où il y a une pathologie cutanée, vous savez que souvent c'est le cas dans les syndromes thermo-respiratoires graves, les pédiatres bien entendu, mais aussi les ORL, n'est-ce pas, c'est bien, qui dort, et les allergologues. Alors, il y a une valeur pédagogique, bien sûr, mais la collégialité permet aussi de revoir toutes les étapes du diagnostic au traitement et de répondre à toutes les questions que peut se poser le patient. Donc, on optimise la prise en charge. On faisait une réunion toutes les semaines et on a vraiment eu qu'à s'en féliciter. Alors, bien sûr, comme on est au congrès franco-tunisien, je ne peux pas ne pas parler des difficultés d'accès aux biothérapies de nombreux pays. Bon, alors déjà, même dans les pays développés, regardez, les Britanniques ont fait une étude récente. En moyenne, 63 semaines s'écoulent entre le moment où on repère un patient avec un asthme difficile à contrôler et la prescription d'une biothérapie. C'est-à-dire 1 an et quelques. Plus de 80% des malades mettent au moins 1 an avant d'être orientés. Et dans 15% des cas, il y a 5 ans d'errance diagnostique et thérapeutique avant d'avoir accès à un spécialiste et un centre capable de réaliser un bilan et de mettre en place la biothérapie. Donc vous voyez que ces patients-là souvent traînent très longtemps. Bien sûr, il y a de nombreux pays où les biothérapies ne sont pas accessibles.
Alors, j'ai rajouté une plaque pour les biosimilaires. Vous savez que c'est quelque chose de tout à fait récent. Alors, quand on a un médicament chimique, on parle de générique. Quand c'est un médicament biologique, il est absolument impossible de faire une copie identique. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est un produit qui a les mêmes effets bénéfiques que le produit de référence. C'est ce qu'on appelle donc un biosimilaire. Alors, il faut savoir qu'il y a un biosimilaire de l'omalizumab qui vient d'être proposé sur le marché. C'est un laboratoire coréen. Ça s'appelle l'Omliclo, qui est en cours d'AMM en France. Normalement, il devrait bientôt sortir. Alors l'avantage, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins d'études de phase 2, de phase 3, etc. Et donc le prix devrait être beaucoup, beaucoup plus faible que le médicament principe. Alors, j'ai mis aussi une petite plaque pour mes impressions personnelles. Bon, c'est pas c'est pas du niveau A, niveau B, c'est de l'avis d'expert. C'est-à-dire vous donner un peu de transmission, quoi, des impressions que j'ai eues. Alors donc, c'est 2004 l'arrivée de l'omalizumab en France. Ça a révolutionné le pronostic et la qualité de vie des allergiques sévères. Ça, c'est clair. Les asthmatiques, mais aussi les gens qui avaient en même temps de l'eczéma atopique généralisé ou des allergies alimentaires sévères. Ça a vraiment révolutionné. Plus récemment, il s'est imposé d'ailleurs, vous le savez, dans le traitement d'autres pathologies qui ne sont pas IgE médiées. Eh bien, c'est l'urticaire chronique, où ça a des effets vraiment très, très intéressants. La LCET, alors ça j'en parle parce qu'il y a des gens qui habitent sur le continent africain, c'est la limboconjonctivite endémique tropicale, qui est une forme sévère de limboconjonctivite qui touche les petits-enfants. On a l'équivalent en France, enfin en Europe, c'est la kératoconjonctivite vernale. Mais c'est beaucoup plus grave dans les pays ensoleillés et empoussiérés. Eh bien, il y a eu des études qui ont été faites avec l'omalizumab, avec des résultats très intéressants. Parce que vous savez que c'est des pathologies qui peuvent conduire à la cécité. Ensuite, le dupilumab, en 2018, dans l'eczéma atopique sévère, et en 2020, dans l'asthme sévère, c'est une avancée majeure, notamment pour les eczémas et la maladie de Vidal et la polypie. On a des patients qui avant étaient en permanence sous le bistouri du chirurgien, qui avaient des obstructions nasales terribles, qui empêchaient de dormir, qui n'avaient plus d'odorat. Et ces patients-là, dans une bonne majorité de cas, avec le dupilumab, retrouvent l'odorat, n'ont plus d'intervention chirurgicale et ont le nez débouché. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait spectaculaire. Enfin, la mise sur le marché des anti-L5, le MEPO et le Benra, date de 2020 en France et ça a changé le pronostic des asthmes sévères T2 palier 5 du Chine. C'est clair. C'est vraiment une révolution thérapeutique, ces traitements, et on n'est qu'au début. Alors, mon ressenti, bon ça c'est personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, l'omalizumab reste la molécule majeure et je la prescris en première intention dans les asthmes T2 allergiques, surtout s'ils sont associés à un eczéma atopique ou une allergie alimentaire potentiellement grave, parce que ça va protéger vos patients contre un choc anaphylactique, par exemple, s'il y a une ingestion accidentelle de l'aliment. Ça, c'est quand même important. Le dupilumab, bien sûr, c'est le plus efficace dans la maladie de Vidal incomplète ou incomplète. Elle est également à privilégier en cas d'eczéma atopique sévère associé, parce que vous savez que ça marche très très bien aussi dans l'eczéma. Par contre, le temozolomab, j'ai peu d'expérience, il est sorti en 2023. Et en plus, la cible n'est pas encore tout à fait quand même précise. Ils vous disent ça marche dans les T2, mais ça marche aussi dans les non-T2. Là, je n'ai pas reçu suffisamment de recul encore. Alors, les perspectives d'avenir, parce qu'il faut parler d'avenir, hein, Charles-Hugo Jacquet parlait de 15 ans, hein, donc pour Marquette. Donc voilà. Nous disposons actuellement de 5 biothérapies efficaces. Il y a un taux de bon répondeur de 80%. Ça, c'est quand même, ce sont les chiffres maintenant qui sont retenus. Les pistes d'amélioration et les questions à se poser. Optimiser le choix de la molécule. Bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir des marqueurs spécifiques. Pour l'instant, on a l'éosinophilie, on a le phéno, on n'a pas de marqueurs biologiques spécifiques. Déterminer la durée du traitement. Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est à vie? Personnellement, je pense que c'est à vie. Parce que dès qu'on arrête, au bout de quelques semaines ou quelques mois, les patients récidivent, et là, ils ne vous pardonnent pas.
On peut espacer ou diminuer les doses en cas de bonne réponse. Je pense que l'espacement est plus intelligent que la diminution des doses, mais ça, on peut le faire. Et bien sûr, la question peut se poser d'associer plusieurs biothérapies qui n'agissent pas de la même façon. Par exemple, on peut utiliser un anti-IL4 récepteur, un anti-IL5 récepteur, et puis le DUPI. Pourquoi pas? Vous savez que c'est complexe. Alors, les traitements de demain, je vous en parle un peu parce que c'est ce qui va arriver dans les années à venir. Il y a un anti-IL33 qui est en phase 3 actuellement. Les anti-JAK, vous savez, c'est très à la mode. Les dermatologues, on commence à les utiliser dans les dermatites atopiques sévères. Ils sont à l'étude également dans l'asthme. Il y a des effets secondaires qui ne sont pas très sympathiques, mais ça, c'est autre chose. Il y a aussi une biothérapie par voie inhalée qui est actuellement en phase 3. Alors, par rapport à la voie injectable, le problème est de savoir si ça sera aussi efficace. Parce que si on peut avoir une forme en inhalée, on peut se poser la question de savoir la prescrire à des asthmes non sévères. Pourquoi pas? Il y a également un médicament anti-éosinophile par voie orale en phase 3. La mise au point de molécules bloquant les alarmines, ça c'est encore plus récent, c'est en phase 2. Vous savez, les fameuses alarmines dont on parle en immunologie. Et puis, dans un avenir plus lointain, mise au point d'un vaccin anti-asthmatique. Et là, au lieu de lui amener des anticytokines, on lui demanderait de fabriquer ses propres anticorps anti-L4, anti-L5 ou anti-L3. Ça, c'est l'avenir, bien sûr. Alors, conclusion, toutes les études et l'efficacité des biothérapies confirment le caractère hétérogène de l'asthme à l'échelon moléculaire et nous ont permis d'avancer dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques et donc des traitements. Alors, les patients sévères sont transformés, ça c'est clair, par les biothérapies, avec des scores de contrôle optimal parfaits, la possibilité de mener une vie normale, l'absence d'exacerbation sévère et moins de recours à la corticothérapie orale. Mais on doit progresser dans l'identification des phénotypes d'asthme et trouver des biomarqueurs spécifiques pour arriver à des traitements personnalisés. Je vous remercie. Félicitations, moi j'ai tout compris. Alors de fois, je peux aussi. Je vais des questions à poser. En fait, moi j'ai une question certaine. Excuse. Jean-Paul, oui. Dans ta plaque, d'abord merci pour cette très belle conférence. Dans ta plaque, tu avais dit mon ressenti. Oui. Et tu as dit luxe solaire. En première intention. En première intention. Dans ces plaques. D'asthme sévère. Oui, oui. Ah oui. Parce que dans la plaque, c'est pas mis à ça. Non, mais si, parce que je parle que des asthmes. Parce que non, je me dis qu'en France, vous avez le hospital et tout, on peut. Non. D'accord. Moi, quand j'ai des asthmes avec une composante allergique pérannuelle, oui, chez l'enfant, l'adulte jeune, dans les asthmes sévères, je commence toujours par le malaizumabe. Surtout s'ils ont de l'eczéma ou de l'allergie alimentaire associée. Parce que c'est un effet protecteur et voilà. Après, voilà. On a toujours la possibilité ensuite de passer au deuxième, au troisième. Comme je vous ai dit, il y a des niveaux de. Il y a un algorithme. D'accord. Merci Jean-Paul pour cette très belle présentation. Moi aussi j'ai compris. Donc la première question, est-ce que dans le cadre de la polypose, on peut prescrire, enfin les médecins de libre pratique français peuvent prescrire de la biothérapie? Ah oui. Ça c'est ma première question. Oui. Parce que voilà, les ORL, je pense que c'est resté hospitalier uniquement. Et ma deuxième question, c'est le devenir à long terme de ces biothérapies avec la possibilité, probablement, on est en train de voir un peu de la littérature, de lymphomes qui peuvent survenir tardivement. Bon, alors ça a été déjà, on en avait parlé déjà avec les anti-IgE, ils ont commencé à dire, 20 ans après, il y en a pas. Il n'y a rien. Alors maintenant, on n'a pas assez de recul, effectivement, pour les autres, puisque je vous ai vu, ils sont sortis il y a quelques années. Alors, en France, au départ, il fallait automatiquement une prescription initiale hospitalière. Mais privée ou publique, bien sûr. Et ensuite, les pneumologues pouvaient renouveler la prescription. Depuis l'année dernière, maintenant, il n'y a plus besoin de prescription hospitalière initiale. Les pneumologues de libre exercice peuvent, ou les pédiatres, ou les ORL, peuvent prescrire d'emblée
une biothérapie, bien entendu, on leur demande quand même de rentrer dans les clous au point de vue des indications. Hein. C'est la raison pour laquelle je parle de collégialité, parce qu'en fait, je pense que c'est très important de travailler en collégialité, parce qu'autrement, il va y avoir des débordements. Mais en France, c'est tout à fait libre, bien sûr. Oui, oui, sans problème. Jean-Paul, merci. Je vais poser une question pour la biothérapie et l'humanisme pour l'ITA. Je sais que parfois on peut utiliser en association avec l'ITA, l'humanisme, et ça peut marcher dans certains cas. Oui, alors par exemple, en France, on utilise actuellement, c'est validé, lorsqu'il y a des immunothérapies au venin d'inoltère. La guêpe et abeille qui se passe mal, avec des réactions secondaires, etc. On met les patients temporairement sous omalizumab, le temps de monter les doses et d'arriver aux doses d'entretien. Et au bout de quelques doses d'entretien qui sont bien supportées, on peut l'arrêter. Donc ça sert vraiment pour pouvoir, parce qu'une immunothérapie au venin, c'est une question de vie ou de mort. Donc là, on est très aidé par l'omalizumab, qui permet, lorsque c'est des sujets hypersensibles qui font des réactions syndromiques graves au moment de monter des doses, de pouvoir monter les doses dans de bonnes conditions sans risque. Ça, c'est utilisé. Bon, c'est utilisé aussi maintenant, nos confrères pédiatres, moi j'en discutais encore l'autre jour, dans des asthmes, des polyallergies alimentaires sévères. Je ne parle pas de polysensibulation, polyallergies alimentaires sévères. Ils mettent leurs enfants sous omalizumab, parce qu'ils ont des risques, quand ils ont plusieurs aliments, ils peuvent à tout moment faire des chocs allergiques, etc. Et donc, on les met par principe sous omalizumab, parce que comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup moins de risques d'anaphylaxie lorsqu'ils sont sous omalizumab. Donc c'est vrai que c'est un médicament quand même qui est... Vous l'avez maintenant en Tunisie, hein? On l'a eu, puis il a été retiré du marché, des raisons de non-conformité de nos amis collègues pneumologues aux règles des RCP, c'est-à-dire des réunions de concertation pluridisciplinaire, donc ils ont refusé la concertation pluridisciplinaire. Et comme l'accord qu'on avait passé avec les services d'assurance était un préalable d'obtenir justement l'avis, comme tu dis, concordance d'un cercle d'experts, donc, allez, c'est à la porte. Et le fait que c'est parti à la poubelle, sorti de Tunisie, on a quelques asthmatiques maintenant qui souffrent de partir parce qu'ils ne peuvent plus bénéficier. Donc moi, je voulais te demander ton avis sur 2 points. Premier point, si on est dans le traitement optimal avant la prise de décision. Moi, je trouve que c'est une anomalie d'ajouter un LAMA au lieu d'ajouter une antileucotrienne. Parce que c'est un phénomène quand même inflammatoire. Moi, je serai là, ce que je fais dans la pratique, je renforce plus en palier 5 par un anti-inflammatoire qui peut potentialiser ou être additif sur l'action des corticoïdes, plutôt que donner un LAMA, parce que le phénomène n'est pas bronchoconstrictif, c'est un phénomène inflammatoire, là, moi, je trouve que le LAMA continue à opter pour cela, alors que l'ATS prend plutôt les antileucotriennes en première intention. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on constate de plus en plus que chez les patients qui ont des asthmes sévères, ils migrent de statut TH1 et TH2 au cours d'une année ou deux. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'on peut faire ceux qui migrent, ils sont TH2 au départ, et puis après ils deviennent des TH1. Il y a 50% qui migrent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là quand il y a échec thérapeutique? On associe 2, anti-TSLP plus du PI ou anti-F5, ou bien on prend uniquement un anti-TH1 qui peut couvrir le rôle. Et ça, c'est des patients qu'on voit de plus en plus. J'avais discuté sur ce point avec Camille Taillé plutôt, et elle m'avait dit que c'est un très très gros problème. L'autre problème aussi, c'est que ces anticorps moléculaires développent aussi des fabrications d'anticorps de l'organisme contre ces anticorps et peuvent bloquer quelquefois leur action. Voilà les complications sur lesquelles on est actuellement, auxquelles on est. Alors pour la première question, moi c'est pas moi qui parle du lama, c'est Monsieur Gina, ou Madame Gina, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Bon, manifestement, ils tiennent beaucoup au lama. Personnellement, j'ai jamais vu d'effet spectaculaire dans les asthmes sévères, mais bon, ça fait partie des recommandations. Alors en ce qui concerne les antileucotriennes, moi j'ai un avis un peu plus nuancé, parce que théoriquement, c'est fait pour se bloquer la voie des leucotriennes, tu es d'accord? Donc ça devrait être merveilleux dans le Vidal, ça marche pas. Donc il y a un problème. Je pense pas que ce soit vraiment des antileucotriennes.
Parce que, normalement, si tu bloques la voie des antileucotriènes, tu as une amélioration spectaculaire dans la maladie de Vidal, puisque c'est la genèse, la pathogénie de la maladie de Vidal. Or, ça ne marche pas. Moi, donc, si tu veux, personnellement, les antileucotriènes, bon, je sais pas, chez l'enfant, les pédiatres aiment bien ça. Pourquoi? Non pas parce que c'est vraiment efficace, mais parce que ça évite de prendre des sprays. Bon, avant, ils mettaient des suppositoires de théophiline, hein, donc les pédiatres, pas non plus. Il n'y a pas de pédiatre ici. Ah, excuse-moi. Bon, alors maintenant, en ce qui concerne effectivement la question que tu soulèves, la question sur les évolutions de profil, ça, effectivement, c'est une petite partie hein, quand même des patients, c'est pas la majorité. Hein. Parce qu'en général, ceux chez qui on a une efficacité, ils n'échappent pas trop après, avec le temps, avec les biothérapies. Mais après, il y a effectivement ceux-là où ça ne marche pas, où il y a un échappement. Et c'est pour ça que j'ai parlé à un moment donné des associations de biothérapie. Ça, c'est une voie de recherche. Alors, on n'a pas encore de recul suffisant. Hein. On commence à avoir des papiers qui sortent avec 2 ou 3 biothérapies associées. Alors, je ne sais pas si tu vois le plaidoyer. Là, la Sécu française, mais tous comme on le fait. Voilà. Merci Jean-Paul. Je suis comme toi pour le problème de l'arrêt et de pas l'arrêt. Je fais comme toi, je rajoute 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on voit si ça tient. Parce qu'on n'a pas de réponse. Donc, alors l'autre question, je l'ai eue par les consoeurs de la sécurité sociale qui m'appellent en me disant, attendez, je comprends pas, vous avez la biothérapie, puis il n'y a aucun traitement à côté. Je dis, parce qu'elle n'a plus besoin. Alors ça, c'est la problématique, parce que oui, mais vous n'êtes pas dans les clous. Alors faites remonter aux sociétés savantes, parce que nous, on est obligé d'appliquer les recommandations. C'est un vrai problème. Alors, de toute façon, c'est clair, j'en ai discuté notamment avec Garcia, tu le connais, à Paris, qui fait beaucoup d'asthme sévère. Il me dit que tel patient, il a arrêté les associations. Ils n'ont plus que la biothérapie. Non mais... Oui. Oui, mais en fait, c'est normalement encore dans toutes les recommandations, il faut être au maximum des associations fixes et on associe la biothérapie. Après, ils te disent timidement, éventuellement, s'ils vont très bien, au bout de quelques mois, vous pouvez un peu diminuer les doses des corticoïdes inhalés. Mais en fait, la pratique, et là je rejoins tout à fait, mais ça c'est la vraie pratique, c'est que dans vraiment des bons répondeurs, tu arrêtes tout le reste. Donc ça veut dire que quand même, ça agit au cœur de la problématique de l'asthme, de la physiopathologie de l'asthme. Mais ça va venir. Hein. Mais tu sais qu'il met toujours du temps quand même. On n'est pas dans la rapidité. Donc j'ai une question. Oui, Monsieur le Président. J'ai un patient qui est asthmatique. Il a aussi une petite allergie aux moisissures. Il est agriculteur. L'alternaria, c'est qu'il a l'allergie à l'alternaria, c'est ça? Non, l'aspergillus. Ah oui. Il est agriculteur, donc il est en contact avec le foie. Oui, tout à fait. Donc j'ai bien contrôlé avec le façon au départ, et après il me dit ça lui donne des maux de tête. Je suis passé à Sanofi, deuxième. Mépo, oui, c'est ça, l'IELSA, oui. Alors ça a marché, longtemps, mais la première fois avec le Fasora, ça allait très bien. Il fait plus de crise, mais il se plaint de maux de tête. Donc, Mépo, ça lui donne aussi des effets secondaires, on fait des d'asthme. Et là, il est sous Nucala, mais il est propre de plastique. On ne peut pas imaginer comment il souffre, le pauvre. Est-ce que tu as parlé de double biothérapie? Est-ce que tu as eu l'expérience de mettre un patient alors, c'est vrai que c'est quand même des cas exceptionnels. Mais actuellement, ça fait partie des possibilités. Lorsque vraiment tu as des cas où justement ton malade qui va, on peut utiliser une association de 2 biothérapies. Ah ben, faut pas utiliser le Fasenra et le parce que c'est quasiment le même mode d'action. À ce moment-là, tu peux faire une association anti-L5, anti-L4 et L13, parce que là tu agis sur voilà. Tu peux faire aussi de l'omalizumab plus un anti-L5. Tu peux faire un omalizumab plus du Dupixent. Ben, je veux dire, c'est ça qui est logique. Mais faire le Fasenra et le Nucala, c'est presque la même chose. Alors le dernier, moi, j'ai vraiment pas de recul sur le tezepelumab. Je sais pas si certains d'entre vous ont du recul. Moi, j'en ai pas. Merci. Alors. Oui. Merci. Question homologue, hein, pas de pédiatre. En fait, Jean, c'est par rapport à la en France.
Ici, normalement, c'est l'asthmatique, c'est 5%. Qu'en est-il? Le pourcentage d'asthme sévère. Alors, bon, je ne sais pas chez l'enfant, j'ai moins l'habitude, mais chez l'adulte, ça va presque à 10%. Hein. Actuellement, ce qu'on a remarqué depuis 20 ans, moi je suis un vieux monsieur, on a vu une diminution de la mortalité, clair, mais une augmentation de la sévérité. Il y a de plus en plus d'asthme sévère.